Avant de commencer, il est recommandé à tout spectateur de faire preuve de discrétion. Ce qui suit a été extrait d'une déclaration sous serment privé, de dossiers fédéraux et de communications internes relatives à l'enquête sur Didi. Cette histoire n'a jamais été destinée à devenir publique, mais elle vient néanmoins de sortir au grand jour. Jour 28. Dans la salle d'audience, un pli blanc a été remis à la main juste avant la pause de l'après-midi. Aucun journaliste n'en a été informé. Sur la languette, les initiales COELL apparaissaient en lettres capitales. À l'intérieur se trouvait une déclaration sous serment signée par Jennifer Lopez, d'une longueur de 6 pages, accompagnée de 2 annexes allant jusqu'à capter l'attention alors qu'aucun avocat n'était présent dans la salle. Le document était désigné comme une « déclaration volontaire d'affiliation » dont la publication était frappée d'une restriction de confidentialité. Le juge l'a accepté sous une motion de protection, invoquant une pertinence historique en lien avec l'affaire Kazi. Aucun nom n'a été expurgé. Le témoignage débute sans salutation, sans préambule, sur une seule ligne, « Jamais je n'ai été invité à monter. On m'a demandé de construire les escaliers. Tout a commencé à l'été 2005. Je venais tout juste de terminer le tournage d'un film et de lancer ma propre ligne de parfum. Mon affaire prospérait à grande vitesse, pourtant je ressentais le besoin de quelque chose de plus intime, de plus authentique. C'est ainsi que j'ai fondé The Movement, un programme intensif d'été destiné aux jeunes filles marginalisées de Los Angeles, sans marque ni sponsor, et sans présence masculine au sein du studio. J'ai financé le tout de ma propre poche. J'ai loué l'espace via un intermédiaire, puis j'ai personnellement procédé à la sélection des participantes lors d'auditions ouvertes, pas d'agent, pas de représentant, uniquement de l'énergie brute. Il ne s'agissait pas de performance, mais de présence, je voulais qu'elles ressentent la différence, qu'elles comprennent ce que ça signifiait d'être simplement elles-mêmes. Dès la 2e semaine, le programme dépassait toutes mes attentes, l'atmosphère y était éprouvante, poignante, focalisée. Je m'y rendais 3 fois par semaine, sans maquillage clinquant, sans escorte, juste moi et la musique résonnant dans la salle. C'est alors que la tension extérieure a commencé à se manifester. Après l'une de ces séances, ma directrice artistique m'a approché pour m'annoncer « Un label est intéressé par le parrainage du programme. Beaucoup d'argent, une énorme couverture médiatique. » Je n'ai même pas demandé qui, je ne voulais rien accepter sur le champ. Je n'avais pas besoin de leur chèque, je ne voulais pas être sous leur regard. Pourtant, dès le lendemain, un colis est arrivé à mon domicile, aucune étiquette, aucun expéditeur. À l'intérieur, j'ai découvert une proposition officielle, imprimée sur papier glacé, tout en sobriété et en formalisme. En en-tête se lisait « Proposition de parrainage pour The Movement », signé Didcom Enterprises, et en bas du document « Financement intégral, costume par Sean John, couverture par Vibe et Essence ». Ce n'étaient pas ces promesses qui me mettaient mal à l'aise, mais le vocabulaire employé, développement de talent, opportunité de mentorat à long terme, accès privilégié à toutes les sessions intensives et aux présentations. J'ai relu cette phrase 3 fois, puis une 4e. Il ne cherchait pas à collaborer, il cherchait à se rapprocher. Il ne voulait pas soutenir les filles, il voulait simplement les observer. Sur le papier, c'était du soutien, dans les faits, c'était de la surveillance. Alors j'ai fait ce que je savais devoir faire, j'ai dit non. Non, nous ne reprendrions sans doute plus jamais contact. Juste non. Et c'est à ce moment-là que le silence environnant a commencé à changer. J'avais conçu The Movement comme un sanctuaire, non comme un outil de relations publiques ni une usine à contenu, c'était un lieu où les filles pouvaient s'entraîner, s'épuiser, s'affirmer, et être reconnues pour ce qu'elles étaient en train de devenir, non pour ce que le monde attendait d'elles. Cet été-là, 25 danseuses ont participé au programme. La plupart venaient d'établissements publics, de centres communautaires ou de formations de deuxième chance. Quelques-unes n'avaient jamais mis les pieds dans un studio professionnel, et leur talent était stupéfiant, ces filles ne bougeaient pas comme si quelqu'un les observait, elles bougeaient comme si, enfin, on leur avait permis d'exister pleinement. Pas de styliste, pas de filtre, et les téléphones rangés dans des casiers. Dès qu'elles franchissaient la porte, l'espace devenait sacré. Pourtant, je devais savoir que cela ne durerait pas éternellement. À la 3e semaine, les murmures ont commencé, mais ils ne venaient pas de l'intérieur du studio, ils venaient de l'extérieur. Mon assistante a été la première à s'en apercevoir, une voiture garée en face de la rue, même modèle, même horaire, 3 jours de suite. Puis est apparue une styliste inconnue, une personne avec laquelle je n'avais jamais collaboré. Elle prétendait qu'une amie l'avait envoyée pour proposer des tenues pour la présentation finale des filles.
Quand nous l'avons informée qu'aucune présentation n'était prévue, elle s'est contentée de sourire et de dire « Oh, on m'a dit que cela pourrait évoluer ». Sa façon de prononcer « on » m'a glacé. Ensuite, un chasseur de talent manifestement lié à un label a tenté d'entrer par la porte de derrière lors d'une pause hydratation. Il a expliqué à l'administrateur du studio qu'il venait repérer de futurs talents. Nous l'avons intercepté. Aucune visite, aucun observateur, aucun accès externe n'était toléré. Si tu n'avais pas été là depuis le premier jour, tu n'entrais pas. Mais le plus troublant était que certaines filles ont commencé à apparaître sur des listes de casting. L'une d'elles, une adolescente de 17 ans venue de Phoenix, figurait dans une grille de sélection pour une campagne publicitaire à laquelle elle n'avait jamais postulé. Une autre a été abordée à la sortie du studio par quelqu'un qui prétendait l'avoir vue danser ailleurs, alors qu'elle n'avait évolué que dans mon programme. C'est à ce moment-là que j'ai compris, on nous observait déjà. Ils n'avaient pas besoin d'une invitation formelle, pas même de caméra, il leur suffisait d'un accès, n'importe quel accès. Et moi, j'étais la porte. C'est cette vérité-là que je ne pouvais plus ignorer, que je ne pouvais pas oublier. J'ai donc pris la seule décision possible, j'ai fermé le programme. Quelques jours après avoir commencé à verrouiller les portes, la proposition officielle est réapparue, cette fois-ci sous une forme plus soignée, plus polie. Le courrier, à en tête de COS Enterprises, reposait dans mes mains. Je me souviens avoir pensé, croit-il vraiment que j'allais dire oui maintenant? La salutation, d'un ton guindé, s'adressait à Sion-Rita Lopez et à l'équipe dirigeante de The Movement. Comme si cela avait un sens, il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait que moi et les filles. Les 2 premiers paragraphes se contentaient de flatteries, un pas révolutionnaire vers la réinvention du mentorat pour jeunes femmes, une plateforme inspirante dont, selon eux, il fallait accroître la visibilité et les ressources. Ensuite, venait la proposition, financement total, tenue signée Sean John, couverture médiatique par Vibe et Essence, et un lien de mentorat pour les participantes. Au milieu du 3e paragraphe, apparaissait une phrase dissimulée, nous pensons que cette plateforme peut identifier des talents prometteurs pour des relations de mentorat à long terme au sein du réseau com. Cette phrase a tout changé. Je l'ai relue 3 fois. J'ai appelé mon avocat et lui ai demandé de la lire à son tour. Il a immédiatement souligné 3 clauses que je n'avais pas remarquées, les participantes n'avaient pas besoin de représentation pour accepter l'offre, la présence des observateurs n'avait pas à être divulguée aux participantes, le personnel affilié à Com pouvait assister aux ateliers à sa discrétion. J'ai dit, non, ce n'est pas une proposition, c'est un dispositif de recrutement, et on voulait que je le facilite. Ils ne cherchaient pas à soutenir les filles, ils voulaient que je les sélectionne, que je les étiquette et que je les leur remette. C'est là que j'ai compris qu'ils ne m'offraient pas un partenariat, mais une façade. Leur présence devait être enveloppée d'un vernis d'émancipation, leur accès dissimulé derrière ma crédibilité. Je n'ai pas lu la suite, je n'en avais pas besoin. Je l'ai appelé par son nom, professionnalisme prédateur. J'ai dit non, une fois, puis plus forte encore. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, on pensait que vous étiez intouchable. Je n'ai pas répondu. Le soir même, quelqu'un a glissé un papier sous ma porte, une feuille blanche, police courrier, une seule phrase, chaque porte que vous fermez signifie que quelqu'un d'autre l'ouvre d'abord. Sans nom, sans signature. J'ai rangé ce papier, je l'ai plié, je l'ai placé au fond d'un tiroir verrouillé, et je n'ai jamais rouvert ce camp. 4 jours après avoir refusé officiellement la proposition de sponsoring de COS Enterprises, j'ai reçu un appel de quelqu'un avec qui je n'avais pas parlé depuis plus d'1 an. Ce n'était pas mon agent, il n'était pas salarié, il ne faisait même pas techniquement partie de mon cercle, mais il était toujours là, vous savez, ce genre de personne de l'industrie qui n'appartient à personne mais semble glisser entre les fissures. Il n'est pas sur la liste des invités, mais il est toujours dans la pièce. C'était lui. Il avait travaillé chez ADR, responsable du développement des talents pour un label qui n'existe plus, du moins publiquement. L'appel a été bref, pas de bavardage inutile. Il a dit, oublie cette lettre, c'était du théâtre. Puis il a ajouté, ce qu'on n'a pas besoin de financement, il a besoin d'accès. Laisse-le observer. À cet instant, j'ai ressenti un vertige, je savais exactement qui il était. Pourtant, j'ai demandé, juste pour le pousser à le dire. Qui est-il? Il a répondu, tu sais déjà. Je suis restée silencieuse, j'ai écouté. Il a poursuivi, il ne réclame ni contact ni intervention, seulement une visite, une séance miroir, sans nom, sans caméra, juste de l'énergie.
Alors il a prononcé la phrase que je n'oublierai jamais, il aime regarder avant qu'elles sachent ce qu'elles sont. Je suis resté figé lorsque j'ai entendu, avant qu'elles sachent ce qu'elles sont. Je lui ai demandé directement, vous parlez de mineurs. Il a ri, pas de manière badine, comme si c'était une question stupide, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de silence. Les meilleures restent silencieuses, ne posent pas de questions, veulent juste être vues. J'ai raccroché, non pas en larmes, mais avec une colère limpide. À ce moment, le sous-texte s'est transformé en texte, les masques sont tombés. Fini de tourner le langage pour la presse, fini les propositions habillées en « mentorat ». Il n'y avait rien à voir avec l'élévation des filles, tout portait sur le fait de les observer pendant qu'elles escaladaient. Le lendemain matin, mon assistante a trouvé quelque chose glissé sous le pare-brise de ma voiture, sur papier blanc, police courrier, un seul mot, inventaire. À l'intérieur, une feuille listait des prénoms, certains me disaient quelque chose, d'autres pas. Tout appartenait à mon programme. À côté de chaque nom, en lettres rouges dactylographiées, en cours, prête, silencieuse. Il n'y avait ni note, ni signature, ni explication, mais j'ai parfaitement compris ce que j'avais sous les yeux, ce n'était pas une liste d'invités, c'était un rapport de préparation. Quelqu'un les observait déjà, et j'avais ouvert la porte pour eux. Cet après-midi-là, j'ai fermé le camp, sans prévenir, sans discours d'adieu, sans cérémonie de clôture. J'ai remboursé le reste du budget et annoncé à mon équipe que The Movement ne reviendrait pas l'été suivant. Je savais que si j'extrayais le camp un jour de plus, je ne pourrais plus toutes les protéger. Je n'ai rien publié sur cette fermeture. Pas de message d'adieu, pas de communiqué. Je ne voulais pas en faire un événement, je voulais que cela s'efface. Mais dans cette industrie, le silence résonne. Moins d'une semaine après avoir fermé The Movement, mon téléphone a commencé à sonner, mais ce n'étaient pas des opportunités. D'abord, une campagne de parfum que je développais depuis plus d'1 an, annulée. L'appel était tout en douceur, presque feutré, et pourtant on m'annonça que le lancement était repoussé pour des conflits d'agenda, alors que de mon côté, rien ne m'empêchait de participer. Peu après, ma participation à un talk-show que j'avais déjà confirmé fut annulée, aucune nouvelle date, aucune explication, comme si mon nom avait tout simplement été rayé de la liste. Un peu plus tard, un projet qui me tenait vraiment à cœur disparut sans crier gare. Il s'agissait d'une collaboration pour concevoir des tenues de danse destinées aux jeunes, inspirées par les filles de mon camp. Je voyais déjà leur sourire illuminer la salle de répétition, j'imaginais les tissus virevoltés lors des prestations, et, du jour au lendemain, tout s'évapora. Le contrat fut révoqué sans autre forme de procès, mes messages restèrent sans réponse, aucune justification ne me fut donnée, ma créativité fut étouffée dans l'œuf. Ce n'était pas une sanction, je compris bientôt qu'il s'agissait d'une soustraction, d'un effacement silencieux et sans bruit, comme si l'on notait un PAN de lumière pour plonger tout dans l'ombre. Quelques semaines plus tard, le coup suivant vint de plus près encore, mon chorégraphe, celui qui m'accompagnait depuis l'époque de In Living Color, la personne qui connaissait mes gestes mieux que moi-même, cessa tout contact. Plus d'appels, plus de visites, pas de disputes, rien, il se faufila hors de ma vie sans un mot, sans explication, comme une ombre qui se dérobe à l'aube. Des mois passèrent avant que quelqu'un ne me souffle qu'il avait signé un accord de confidentialité avec une marque affiliée à Comps. Ce fut la dernière fois que son nom apparut à côté du mien dans un quelconque contrat. Puis, un matin, je découvris une enveloppe posée sur le banc du piano dans mon studio à la maison. Mon assistante jurait que personne ne l'avait déposée, qu'elle était parfaitement anonyme, sans nom d'expéditeur, sans cachet, juste une feuille pliée en deux, restée blanche. Lorsque je la retournai sous la lueur du soleil filtrant par la fenêtre, je distinguai des empreintes légères, comme si quelqu'un avait gratté au crayon puis effacé. Seule une phrase résistait à l'effacement, « Tu n'as pas besoin de parler pour faire du bruit ». Je ne dénonçais pas, je n'en parlais pas à mon équipe, je n'avais pas peur, j'étais simplement déçu de la mécanique si prévisible de ce monde professionnel. Cette semaine-là, j'écrivis dans mon journal. Je ne prononçai aucun nom, je ne fis fuiter aucune histoire, je ne courus pas à la presse, et pourtant ils m'entendirent. 17 ans après la fermeture de The Movement, j'ouvris un courriel dont j'ignorais même l'existence. Il était enfoui depuis des années dans la boîte spam d'une ancienne adresse que je n'avais plus consultée, sans étoile, sans alerte, comme un secret scellé. L'objet ne contenait que 5 mots, « Tu as fait ce qu'il fallait ». Date, 21 juillet 2005, heure, 27, jamais je n'avais vu une heure pareille. Pas de nom d'expéditeur, pas de signature. J'ouvris ce message lentement,
comme si chaque seconde risquait de raviver un vieux chagrin. Il s'ouvrit sur ces quelques mots, « Tu ne te souviens sans doute pas de moi ». La personne en question travaillait à l'administration d'une proposition de parrainage, elle n'était pas directement sous mes ordres, mais assez près pour percevoir les rouages secrets de cette institution. Je n'étais pas censé voir la liste, pourtant elle apparut sous mes yeux. Après la fermeture du camp, on m'avait redirigé vers un autre projet, un autre nom, une autre ville, mais le même objectif. 3 filles de ton ancien programme reçurent quand même une invitation, l'une accepta, l'autre refusa, la troisième resta silencieuse. Celle qui accepta ne danse plus aujourd'hui. Je restai figé devant cet écran pendant 5 minutes, pas une larme, pas un battement de cils, juste un silence si étourdissant qu'il éclipsait tous les bruits que j'avais entendus depuis des années. Ce fut la première et unique fois que je pleurais pour ce programme. Non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que, enfin, j'en compris l'ampleur, je n'avais pas arrêté le processus, j'avais seulement rendu leur accès plus ardu en passant par moi. C'était tout ce que j'avais pu accomplir. J'envoyai ce courriel à mon avocat et nous pîmes la traque des métadonnées, il provenait d'une adresse aujourd'hui inactivée, liée à un consultant de Comps Enterprises, un nom qui, plus tard, réapparut dans le dossier 22D de l'affaire Kasi. Ce consultant avait disparu sans laisser de traces, pas de présence sur les réseaux sociaux, pas de dossier d'entreprise, aucune référence dans les annuaires de l'industrie depuis 2009. Lors de la rédaction de ma déclaration, j'ajoutai dans la marge une note écrite à la main, destinée uniquement au tribunal, je pensais qu'un simple refus suffirait, je croyais qu'une porte refermée se bloquait à double tour. J'avais oublié combien de passages secrets ils connaissent pour pénétrer ailleurs. Je n'avais pas l'intention de témoigner, il n'y eut ni pression légale, ni assignation, ni appel d'un avocat de la défense. Il ne s'agissait pas de me retrouver aspiré dans le traumatisme d'autrui, mais de sortir enfin de mon propre silence. J'écrivis ma déclaration à la main, 6 pages sans rature, sans qu'un avocat ne me souffle quoi corriger. Je me rendis moi-même au cabinet de mon avocat, je lui remis cet écrit, plié dans une enveloppe couleur manille, étiqueté « Paquet de rejet 2005 ». À l'intérieur, tout était réuni, la proposition de parrainage originale de Comps Enterprises, le courriel anonyme de juillet des 2 Nigmu, une liste imprimée des noms des filles de The Movement susceptibles d'avoir été contactées après la fermeture, ainsi qu'une lettre que j'avais écrite cet été-là, mais jamais envoyée. Cette lettre, adressée, à qui de droit, commençait par « Veuillez restituer vos intentions sans les lire ». Elle était restée des années enfouie, tamponnée de poussière, jamais signée, jamais ouverte, je n'aurais jamais imaginé qu'elle finirait entre les mains d'un tribunal. Pourtant, le tribunal enregistra ma déclaration sous la référence « Dossier 54A4 », classé dans les documents de pré-traitement. Témoin en proximité adjacente au canal des événements. Je n'avais même pas compris ce que cela signifiait. Je savais seulement qu'avec ce geste, mon silence ne protégeait plus personne, pas même moi-même. Ma déclaration officielle s'acheva ainsi, je n'assistai à aucun rituel au dernier étage, je ne fus pas convié à Malibu, je ne vis pas ce que ces autres survivantes vécurent, mais elles m'avaient désigné comme une porte. Déjà, ce n'était pas pour le pouvoir, ni pour la célébrité, c'était pour ces filles, pour celles qui avaient placé leur confiance en moi, pour celles qui me croyaient leur ultime espoir avant la réussite. Elles ignoraient qu'en me demandant de me mettre en retrait, elles me suppliaient de disparaître. Alors je m'arrêtai, je pris une profonde inspiration, et sans hésiter, j'écrivis ces derniers mots, je ne les ai pas arrêtés, mais je ne les ai pas non plus aidés.